Bonjour à tous. Alors, comme le ministre nous l'a demandé, nous devons consolider vos acquis, c'est-à-dire qu'on va reprendre depuis le début de l'année ce que l'on a fait en économie droit, et je vais vous le réexpliquer. Et si jamais on a le temps, on pourra continuer sur un ou deux autres chapitres afin de finir l'année. Vous voyez donc ici, j'ai mis le titre de la matière économie droit, donc deux matières regroupées en un enseignement. Et nous avons déjà étudié le chapitre 1, quelles relations les agents économiques entretiennent-ils entre eux, que l'on va donc revoir. Le chapitre 2, dans quel cadre juridique les acteurs inscrivent-ils leur activité. Et le chapitre 3, que vous avez dû travailler mis en classe, mis pendant le confinement. Donc comment les agents formalisent-ils leurs relations. Si l'on a le temps, on continuera sur un chapitre 4, quelles sont les principales tendances de consommation des ménages, et chapitre 5, comment évoluent les modes de consommation. Passons donc maintenant au chapitre 1. Quelles relations les agents économiques entretiennent-ils entre eux? Nous avions défini dans un premier temps les termes relation, agent économique et entretenir, d'accord? Les trois définitions sont ici. La définition de relation, c'est un lien. La définition d'agent économique, c'est une personne physique ou morale à l'origine de décisions économiques. Donc, une personne physique, c'est quelqu'un comme vous et moi. Une personne morale, ça peut être une entreprise. Un agent économique, c'est donc une personne comme vous et moi, ou une entreprise, par exemple, qui peut prendre des décisions, qui peut investir de l'argent, qui peut produire pour créer des produits, qui peut emprunter à une banque, qui peut consommer, donc acheter. Et entretenir, c'est conserver. Donc on avait redéfini cette première problématique, le titre de notre chapitre, et nous étions passés directement au point numéro 1, les agents économiques et leur rôle. Qui sont ces fameux agents économiques? Vous avez un merveilleux tableau ici, que vous aviez tous recopié, où on vous explique qu'il existe 5 types d'agents économiques en France. Il y a, dans un premier temps, les ménages, qui sont l'ensemble des habitants d'un même foyer qui habitent sous le même toit. Donc actuellement, là où vous êtes confinés, toutes les personnes qui se trouvent dans la maison, vous formez un ménage. Et un ménage peut être aussi une personne seule, si vous habitez tout seul. Les ménages, cet ensemble des habitants, ils consomment et ils épargnent un revenu. Donc ils gagnent de l'argent, que ce soit grâce à un salaire ou par des aides de l'État ou parce qu'ils sont rentiers, parce qu'ils ont un héritage. Et ils peuvent consommer cet argent, donc le dépenser, ou ils peuvent l'épargner, c'est-à-dire le mettre de côté en banque. Ensuite, le deuxième agent économique, ce sont les entreprises. Les entreprises, elles produisent des biens et ou des services. D'accord? Donc, elles produisent, elles créent quelque chose. Une entreprise, elle poursuit forcément un but lucratif. D'accord? Un but lucratif, cela veut dire qu'elle a pour but de faire de l'argent. D'accord? Aucune entreprise n'est créée si ce n'est pas pour faire de l'argent, gagner de l'argent, faire du bénéfice. Troisième agent économique, ce sont les institutions financières. Les institutions financières, vous avez le droit de les appeler également les banques. Elles assurent une mission économique ou financière et qui fournit des services financiers à ses clients. Donc, les institutions financières, elles vous permettent d'emprunter, elles vous permettent de garder votre argent chaud, elles vous permettent donc d'investir. Si vous empruntez, ça veut dire que vous recevez beaucoup d'argent d'un coup et vous pouvez investir, acheter quelque chose de gros comme une maison, etc. Et les institutions financières, elles ont pour rôle de faire circuler la monnaie dans un pays. D'accord ? Quatrième agent économique, c'est l'État. L'État, il assure un service à la population à travers différentes administrations publiques. Donc l'État, il faut bien se rappeler que c'est M. Emmanuel Macron et son gouvernement, certes, mais c'est également toutes les administrations publiques qui assurent, donc on a dit, un service. Par exemple, les écoles, les lycées, etc., font partie de l'administration publique, donc sont détenues par l'État. Et elles assurent ce service donc d'instruire, d'éduquer les jeunes que vous êtes. Il y a également les mairies qui permettent de réguler
les villes, par exemple. Il y a également toutes les entreprises de transport en commun qui appartiennent à l'État, le fait que vous ayez des bus pour aller au lycée, etc. Donc l'État, son rôle, c'est de proposer des services non marchands. Et le reste du monde, RDM, ça regroupe tous les agents économiques à l'étranger. Donc ça regroupe les ménages, les entreprises, les banques et l'État des autres pays. Et le reste du monde, son rôle, c'est d'échanger avec nos agents économiques, d'accord? Lorsque vous achetez, donc les ménages, vous achetez une paire de chaussures, par exemple, en Chine. Vous échangez avec un agent économique qui est international, qui est en dehors de notre pays. C'est bon pour les agents économiques et leur rôle? On passe maintenant à la partie 2, identifier les échanges entre les agents économiques. Donc on a d'abord défini la notion de besoin. Qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Un besoin, c'est une sensation de manque que l'on a et qui est accompagnée du désir de le satisfaire. Donc pour vivre, toute personne doit satisfaire des besoins. Un exemple tout simple, la faim. J'ai une sensation de manque, il me manque quelque chose à manger dans mon ventre, et c'est donc accompagné de mon désir de manger, mon désir de satisfaire ce besoin. Ok? Donc pour vivre, toute personne doit satisfaire des besoins. Pour cela, il doit travailler pour pouvoir consommer les produits nécessaires à sa vie quotidienne en dépensant son salaire. Pour manger, pour s'habiller, etc., il faut avoir de l'argent aujourd'hui dans notre société. Donc il faut pouvoir travailler pour avoir cet argent et le dépenser pour satisfaire ses besoins. Nous avions regardé une super vidéo sur la pyramide de Maslow que je peux vous remontrer. Cette pyramide de Maslow, la voilà, c'est un résumé de la vidéo. Vous avez, donc on part du bas, on part toujours du bas, du rouge. Les besoins physiologiques, ce sont les premiers que l'on doit accomplir. Donc besoins physiologiques, ça veut dire qu'ils touchent à votre corps. C'est le fait de simplement manger, par exemple. Si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas, si vous ne dormez pas, vous mourrez. D'accord? Le deuxième, on monte au orange, c'est le besoin de sécurité. Il faut qu'on se sente en sécurité. Donc, par exemple, ne pas être dans un pays en guerre. Les lois aujourd'hui qui gouvernent nos pays nous permettent aussi de nous sentir en sécurité. On n'a pas l'impression que dès qu'on va sortir dans la rue, on va se faire tuer. Voilà. Ensuite, nous avons le besoin d'appartenance. On monte aux jeunes. Appartenir à un groupe, c'est important. Comme vous sentez français ou de vos origines, vous sentez appartenir au lycée Paul Robert, vous sentez appartenir à un groupe d'amis, etc. Ensuite, on monte, il faut accomplir le besoin d'estime, le besoin numéro 4. Le besoin d'estime, c'est le fait de se sentir soutenu, de se sentir valorisé, etc. Donc le fait qu'on se sent servir à quelque chose. Et 5, le besoin de s'accomplir, c'est le plus complexe. C'est un désir que nous sommes tous à la recherche d'accomplir ce désir. On va pas forcément y arriver. Ça prend souvent toute une vie. D'accord? Donc on part des besoins physiologiques, les besoins les plus simples, jusqu'au besoin de s'accomplir, le besoin final. Nous revenons donc à notre point numéro 2. Puisque nous avons tous des besoins à satisfaire, comme nous l'avons vu avec la pyramide de Maslow. Cela veut dire que chaque personne, donc les ménages par exemple, vont chercher à acheter des produits. Ça veut dire que les entreprises vont chercher à faire de l'argent, à gagner des bénéfices en produisant ce que les ménages vont acheter, etc. Donc on peut différencier en France, et je vous l'ai mis en gras là, les biens matériels et les biens immatériels. Les biens matériels, ce sont toute la production, tout ce que l'on produit, que l'on peut toucher. D'accord? Un stylo, c'est un bien matériel. Je peux toucher mon stylo. Un bien immatériel, par contre, c'est quelque chose que l'on va produire, mais que l'on ne va pas pouvoir toucher. Par exemple, un logiciel informatique. D'accord? Actuellement, je suis en train de filmer mon écran. C'est quelque chose que quelqu'un a produit. D'accord? Un logiciel qui me permet de filmer mon écran et de vous envoyer la vidéo. Mais je ne peux pas toucher ce logiciel. D'accord? C'est un bien immatériel.
Un jeu vidéo, c'est pareil. Vous allez pouvoir toucher l'emballage de votre jeu vidéo, d'accord, le CD qui est mis dans une boîte, mais vous n'allez pas pouvoir toucher le produit en lui-même, c'est-à-dire les lignes de code qui ont été créées pour que vous puissiez activer votre personnage, etc. Donc bien matériel, bien immatériel. On distingue aussi 3 types de biens qui sont les biens de consommation, les biens de production et les biens d'équipement. Alors je vais les prendre dans l'autre sens. Un bien d'équipement, celui du dessous, c'est utilisé en vue de production. Donc il me faut une machine, d'accord, pour produire mon pain. Vous êtes d'accord? Donc je vais acheter une machine. Ensuite, il va me falloir pour créer mon pain des biens de production destinés à la transformation ou à être utilisés pour la réalisation d'autres biens. Ce sont des biens intermédiaires qui ne sont pas utilisés en l'état. Donc à partir du moment où j'ai ma machine, pour faire mon pain, il me faut également de la farine. D'accord? La farine, de l'eau, du sel, ce sont 3 ingrédients. Pour faire du pain, ce sont des biens de production. Ils vont être transformés pour que l'on produise autre chose. Donc mon bien d'équipement, c'est une machine. Mes biens de production, c'est de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. Et mon bien de consommation, c'est un produit fini, c'est le pain en fait qui va ressortir. Et ce pain, il a pour objectif de satisfaire un besoin direct du consommateur. Et il sera utilisé tel quel. C'est-à-dire que mon pain, je vais le manger directement pour satisfaire mon besoin de faim. C'est un produit fini. D'accord? Donc bien de consommation, bien de production, bien d'équipement. Ça, c'est au niveau des biens. Mais attention, il existe aussi des services. Un service, c'est écrit ici, c'est une action, une prestation, une capacité technique ou intellectuelle. J'ai mis comme exemple un voyage en bus. Un voyage en bus, c'est donc une prestation que l'on vous offre. C'est un service, d'accord? C'est le fait que le chauffeur, qui ait un permis bus, vous transporte d'un endroit à un autre. Une consultation médicale, pareil, c'est une capacité intellectuelle que vous payez. Vous payez le médecin puisqu'il s'y connaît en médecine et qu'il va pouvoir vous soigner, vous dire ce que vous avez. Je prends toujours l'exemple également des professeurs. Un professeur, c'est une capacité intellectuelle qui est mise à votre disposition. C'est un service, d'accord? Ce sont les savoirs de ce professeur. Et dans ces services, donc il existe des biens, mais aussi des services. Et dans ces services, il en existe 2 types. Des services marchands, destinés à la vente et qui sont payants, et des services non marchands, des services qui sont gratuits ou quasi gratuits. On avait expliqué que quasi gratuits, ça veut dire qu'ils sont vendus à un prix non significatif, c'est-à-dire inférieur au prix de production. Toujours le même exemple, donc un service marchand, on le vend à un prix normal. Par exemple, votre coiffure, d'accord, c'est un service puisque c'est le savoir-faire, la capacité technique du coiffeur que vous payez. Il va vous être vendu, on va dire, 32 € la coupe de cheveux. D'accord, c'est un prix significatif. C'est vraiment le prix de des produits qui va être utilisé, de l'eau, etc. Plus de la capacité de la personne, du coiffeur, à vous couper les cheveux. Le service non marchand, ça va plutôt être le service, voilà, d'un transport scolaire. Dans beaucoup de villes de France, et je ne parle pas forcément de l'Île-de-France ici, puisque vous avez un réseau qui s'appelle la RATP, mais en province, il y a des bus de ramassage scolaire. C'est-à-dire que dans des petits villages, il y a un bus qui est payé par la région, qui passe dans tous les petits villages le matin à 7h ou 7h30 pour ramasser tous les jeunes des villages et pour les amener jusqu'à la ville, pour les amener au collège ou au lycée. D'accord? Ils vont payer un abonnement, ces gens-là. Un abonnement qui va être quasi gratuit, c'est-à-dire qu'on va leur demander de payer un prix en fait ridicule par rapport à toute l'essence, etc., qui est utilisée pour faire marcher ce bus. Donc ça va être un service quasi gratuit. Les services quasi gratuits ou gratuits, donc les services non marchands, ils sont généralement instaurés par l'État. D'accord? Donc nous avons des biens, des services. On peut donc en déduire que la production d'un pays, c'est soit de la production marchande, soit de la production non marchande. On revoit ça. La production marchande,
ce sont des produits vendus à un prix économiquement significatif. Je vous donne la vraie définition. Un prix économiquement significatif, ça veut dire qu'il couvre plus de 50% des coûts de production. Dans la production marchande, donc la production que l'on vend, entre guillemets, il y a tous les produits troqués. Je rappelle le troc, hein, c'est j'échange un ciseau contre une trousse. D'accord? Je troque des produits, je les échange. Et dans la production marchande, il y a également les produits utilisés pour effectuer des paiements en nature. Par exemple, votre employeur vous demande de travailler 3 nuits de suite pour un gros dossier et il va en échange vous donner un téléphone portable payé par l'entreprise pour vos prochaines missions, d'accord? Vous ne recevez pas 500 € sur votre compte, vous recevez un téléphone portable qui est mis à votre disposition. C'est un paiement en nature. Et la production non marchande, il y a donc toute la production domestique. Domestique, ça veut dire que l'on a chez nous, comme des animaux domestiques, c'est des animaux qu'il y a chez nous. Donc la production domestique, c'est l'autoconsommation. Le fait que vous jardinez, donc vous produisez des fruits, des légumes que vous mangez, donc vous n'allez pas au supermarché. Le bricolage, vous effectuez vous-même effectivement des bricolages au lieu d'appeler quelqu'un qui serait payé pour le faire. Les travaux ménagers, c'est par exemple le ménage, etc. Donc toute cette production, elle est non marchande puisqu'on ne la vend pas, vous produisez pour vous-même. Et dans la production non marchande, il y a également la production non marchande des administrations privées et publiques. Donc, ce qu'on avait dit, hein, généralement tous les produits aussi de l'État qui sont disponibles gratuitement ou quasi gratuitement. Le fait que vous puissiez aller à une bibliothèque aussi, par exemple, c'est donc des produits, des livres, certes que vous devez rendre, mais qui sont disponibles gratuitement. D'accord? Donc, c'est des livres qui ne sont pas vendus, c'est une production non marchande. Et dernière question. Donc, à partir du moment où on a compris que nous avons des biens et des services, de la production marchande, de la production non marchande, nous pouvons aussi conclure avec les 3 types de flux utilisés entre les agents économiques. Donc, ces ménages, l'État, les institutions financières, les entreprises, etc., qui sont nos agents économiques, qu'est-ce qu'ils s'échangent? Quels sont les flux qui bougent entre eux? Donc, ils s'échangent des flux réels, des produits achetés. D'accord? Un ménage, vous et moi, va acheter à une entreprise une paire de chaussures. Donc, il y a un produit acheté, un flux réel, la paire de chaussures qui arrive dans les mains du ménage. D'accord? Il y a un échange. En contrepartie, le ménage va donner la somme que représentent ces chaussures. Par exemple, j'achète une paire de chaussures à 150 €, je donne 150 € à l'entreprise. Ici, c'est donc un flux monétaire, un paiement. Et ensuite, il y a les flux financiers, c'est la souscription d'un crédit, par exemple. D'accord? Flux réel, flux monétaire, flux financier, ce sont les 3 types de flux entre ces fameux agents économiques. Dernière partie, le grand 3, les différents marchés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un marché? C'est, ce qui est écrit en gras, un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc, les échanges que l'on vient de voir entre les agents économiques, donc le fait que les ménages achètent des paires de chaussures aux entreprises, qui donc du coup reçoivent un flux monétaire, c'est-à-dire de l'argent, etc. Ça se passe sur ce qu'on appelle un marché. 3 éléments composent un marché. Les types d'échanges, qu'est-ce qu'on s'échange sur ce marché? Bien entendu, c'est un endroit virtuel, un marché. L'origine de l'offre, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui offre, qui est-ce qui offre ce produit? Et l'origine de la demande, qui c'est qui demande ce produit? Donc un exemple avec le marché des biens et des services. Le marché des biens et des services, on a d'un côté des entreprises qui offrent des biens et des services, donc des entreprises qui produisent des paires de chaussures et des t-shirts, et de l'autre côté, on a des ménages, donc c'est l'origine de la demande, c'est des gens qui achètent, qui veulent des t-shirts et des chaussures. Ok? Et ici va être établi, grâce à ces échanges, un prix des biens et des services. Donc, plus il y a
de ménages qui veulent des chaussures, plus les entreprises vont faire leurs produits chers. C'est logique. D'accord? S'il y a beaucoup d'offres, s'il y a beaucoup de demandes, si notre produit est très demandé, on va pouvoir l'offrir à un prix plus cher. Donc le prix des biens et des services va être du coup à la hausse, va augmenter. À l'inverse, s'il y a très peu de demandes, s'il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de ménages, pas beaucoup de familles qui veulent acheter un produit, les entreprises doivent donc établir un prix bon marché, un prix qui descend, pas cher. Ok, pareil sur le marché du travail, ici. Le marché du travail, il y a d'un côté les entreprises qui offrent du travail, qui ont besoin de gens pour que leur entreprise fonctionne. Et il y a des ménages, des familles, des gens comme vous et moi, qui demandent du travail pour gagner de l'argent. Ici, pareil, ça va être le salaire qui va être établi. Donc, une entreprise, si elle a un travail qui demande de grandes capacités intellectuelles et qui est rare, il va y avoir donc du coup des salaires beaucoup plus hauts. D'accord? Ça va être un métier que les gens ont envie d'exercer, donc les salaires vont être hauts. À l'inverse, si une entreprise, elle veut embaucher quelqu'un avec peu de compétences, elle sait qu'il va y avoir beaucoup de demandes, beaucoup de ménages qui vont vouloir faire ce métier, qui n'auront pas fait forcément les bonnes études, etc. Donc, qui vont demander un métier avec peu de compétences. Il va y avoir énormément de candidats. Donc, les salaires vont être à la baisse, puisqu'on va pouvoir embaucher un peu n'importe qui. OK? Et ensuite, le marché des capitaux. Donc, les capitaux, c'est tout ce qui a trait à l'argent. Donc, ici, vous avez d'un côté les banques qui offrent des prêts et vous avez les ménages, donc vous et moi, les entreprises et même l'État. L'État, il existe une banque centrale européenne, par exemple, qui prête de l'argent aux États européens. Donc, les ménages, les entreprises et les États vont demander des prêts. Et ici, ça va instaurer le taux de remboursement des intérêts. Je vous réexplique le système. À partir du moment où vous empruntez 1 000 € à la banque, d'accord, vous devez rembourser à un moment donné les 1 000 €. Donc, c'est un petit peu tous les mois, normalement. Et en plus de ça, vous devez payer des intérêts. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuit que d'emprunter de l'argent. Par exemple, la banque va vous demander de rembourser 1 000 € plus des intérêts de 1%. Donc, vous devrez rembourser 1 000 € plus 100 €. OK? Là, c'est donc ce taux de combien on doit rembourser en plus qui va être décidé sur le marché des capitaux. Plus les gens empruntent, plus la banque va avoir de liquidité, plus il va y avoir de flux. Donc, les intérêts vont être faibles. Et à l'inverse, si il n'y a personne qui emprunte, la banque va donc du coup avoir des difficultés et les intérêts vont être très forts. Vous allez devoir rembourser beaucoup plus. C'est bon pour ça, donc marché des biens et des services, marché du travail, marché des capitaux, c'est là où se décident les prix des biens et des services, les salaires et le taux des intérêts. Une petite synthèse qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de flèches, mais qui résume bien le tout. Vous avez les 5 agents économiques qui sont ici représentés. Ménage, entreprise, société financière ou banque, administration et reste du monde. Et vous pouvez voir absolument tous les flux, d'accord, ce sont les flèches ici représentées, tous les flux entre ces agents économiques. On prend un exemple, entre les ménages et les entreprises. D'un côté, les ménages travaillent pour les entreprises et les entreprises versent un salaire aux ménages. Pareil, les ménages, ils peuvent également pas forcément travailler dans une entreprise, mais ils peuvent payer des biens et des services. Moi, je ne travaille pas, par exemple, chez Nike, mais par contre, j'achète une paire de chaussures chez Nike. Donc, je paye un bien, un service, et l'entreprise, elle va me donner ce fameux bien, cette paire de chaussures. Entre les ménages et les sociétés financières, il y a un échange également, puisque les sociétés financières, les banques prêtent
d'accord, de l'argent et moi je vais rembourser. Entre les ménages et les administrations, c'est l'État, je vous le rappelle. Il y a également donc l'État qui envoie des prestations sociales ou des services non marchands. Elle met à la disposition de mes enfants une école maternelle, un collège et un lycée, une bibliothèque, une mairie. Et de l'autre côté, moi en tant que ménage, j'ai des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire que je paye des impôts. Ok? Ensuite, entre la société financière, donc les banques et les entreprises, il y a également des prêts offerts par les banques et les entreprises doivent rembourser. Pareil entre les banques et l'État. Prêt, remboursement. Et entre les entreprises et l'État, il y a également des impôts, prélèvements obligatoires. Donc les entreprises doivent payer des impôts à l'État, aux administrations. Et de l'autre côté, l'État envoie des subventions, donc prête de l'argent à certaines entreprises qui remplissent certains critères. Et elle leur met aussi à disposition des services non marchands. Et dernier des flux, c'est entre tout, donc les ménages, entreprises, sociétés financières, administration et le reste du monde. Il y a d'un côté des importations, c'est nous qui achetons des produits du reste du monde, et de l'autre côté, il y a des exportations, c'est nous qui vendons des produits au reste du monde. Et on avait donné des exemples assez concrets, puisqu'on avait dit, par exemple, que la France, une de ses spécialités d'exportation, c'est par exemple le vin. On exporte beaucoup de vin, puisqu'on est un des rares pays au monde qui en produit, et qui produit de très bons vins. À l'inverse, en France, par exemple, on va pas beaucoup produire de fruits exotiques, d'ananas, de bananes, de kiwis, donc on va être obligé de les importer, de les faire venir de plus loin. C'est bon donc pour ce fameux cours réexpliqué sur quelles relations les agents économiques entretiennent-ils entre eux. Nous avons vu que les 5 agents économiques ici représentés ont des échanges, donc il y a des flux entre eux, et que ces flux peuvent être des biens, des services, également des flux monétaires ou des flux financiers.